sachant qu'après, il y a des... C'est comme toujours en politique, c'est toujours comme ça, hein, c'est toujours compliqué. C'est-à-dire, vous avez la grande étiquette, mais après, vous avez 1 million de familles et sous-familles politiques dans la grande étiquette. Donc, dans la grande étiquette libertarien, vous allez avoir les anarcho-capitalistes, vous allez avoir les minarchistes. Alors, la différence, c'est l'anarcho-capitalisme, c'est tout ce que j'ai dit jusque-là, c'est-à-dire on n'impose rien à l'individu. Le minarchisme, c'est en fait, ok, on n'impose rien à l'individu, mais quand même un tout petit peu. On va quand même faire un petit peu d'État, donc on a quand même une police, on a quand même une armée, on a quand même des prisons, globalement. Ou pas, enfin ça dépend des modèles, mais disons, globalement, c'est ça dont s'occupe l'État. Donc l'État s'occupe de certains secteurs bien définis, mais c'est tout. Tout le reste, il est vraiment absent totalement, et c'est vraiment les citoyens, les individus qui s'organisent comme ils veulent. Voilà. Ça, c'est l'anarcho-capitalisme, mais avec une dose d'État, bah, ça s'appelle le minarchisme. Donc c'est un État minimal. C'est pour ça minarchiste, parce que, voilà, bien sûr, minimum dans le... Ben voilà. Mais là, j'ai parlé que de la famille dite de droite des libertariens. Et effectivement, comme l'a dit French Touch, il y a les ZAD. Les ZAD, on pourrait plutôt les qualifier. Alors, je sais que le terme, malheureusement, est connoté. Donc, si je disais ça à un anarchiste qui vient d'une ZAD, je lui dis, en fait, t'es libertarien, je pense qu'il le prendrait mal. Mais ça, c'est le pouvoir des mots. Mais dans la pensée politique, ça correspond à du libertarianisme, mais c'est une autre forme de libertarianisme qu'on considère libertarianisme dit de gauche. Donc, beaucoup de mouvements dits anarchistes, par exemple, et d'autres mouvements dans l'histoire, ont relevé du libertarianisme de gauche. Qu'est-ce que ça veut dire, libertarianisme de gauche? Ça veut dire que oui, ok, l'individu doit être responsable de lui-même, il ne doit pas y avoir d'acteur qui s'impose à lui, d'accord. Mais on entend un sens différent au terme de liberté. Parce que dans les deux cas, que ce soit de droite ou de gauche, le libertarianisme, c'est une pensée individualiste. C'est une pensée de l'individu qui a le droit de décider de son destin et auquel aucune force politique ou pouvoir ne peut s'imposer. Il y a une très, très grande importance sur la liberté individuelle. Mais il y a des différences de conception philosophique de ce que signifie être libre. Au sein des anarchistes ou libertariens de gauche en général, il y a d'autres libertariens de gauche, il n'y a pas que les anarchistes, hein, il y a d'autres. La liberté, elle est considérée comme incluant, comme je le disais au début, la capacité de l'individu. C'est-à-dire que pour un libertarien de droite, vous êtes libre s'il n'y a pas une police qui vous empêche de faire des affaires, ou de vous organiser avec quelqu'un, ou de vous enrichir. Si on laisse faire comme ça la société, bon bah voilà, c'est du libertarianisme de droite. Le libertarianisme de gauche considère, bah non, vous n'êtes pas libre si jamais vous n'avez pas la capacité de vous épanouir, de contribuer ou de faire ce que vous voulez faire dans la vie. Si vous n'avez pas un minimum de prise sur votre environnement, sur ce qui vous entoure, vous n'êtes pas libre. Et donc, il y a une conception sur les égalités, et notamment les inégalités, parce que dans la conception libertarienne de gauche de la liberté, les inégalités sont nocives à la liberté, dans une certaine mesure, si elles sont trop importantes. Parce qu'à force, on considère que s'il y a trop d'inégalités, même si les acteurs en jeu peuvent signer un contrat, dire qu'ils sont d'accord, dans la situation dans laquelle ils sont placés, ils ne sont pas libres quand même. Parce que si vous êtes, je prends un exemple, hein, très simple pour simplifier, on est dans une société où, admettons, les pouvoirs, fictifs, hein, les pouvoirs sont détenus par quelques très très grandes entreprises qui contrôlent à peu près tous les secteurs d'activité de l'économie. Ok. Et vous, vous voulez travailler parce que vous êtes un citoyen et vous voulez simplement avoir de l'argent, nourrir votre famille, etc. Donc, ce que vous faites, bah, du coup, vous allez voir l'entreprise, vous dites bonjour, j'ai fait telle école, j'ai tel diplôme, j'ai telle compétence, je veux travailler pour l'entreprise, pour avoir un salaire. Vous faites un entretien d'embauche. Et, et après, vous pouvez signer, parce que vous avez besoin d'avoir un salaire pour vivre. Mais vous signez pour un salaire dérisoire, vous signez alors que c'est la seule entreprise qui peut vous proposer un poste qui correspond à ce pourquoi vous êtes formé. Et si jamais l'entreprise vous vire, bah, vous n'avez plus d'argent, vous n'avez plus d'emploi, vous êtes à la rue et vous êtes dans le pétrin, quoi. Donc, un libertarien de droite va dire, ah bah écoutez, vous êtes libre, vous n'étiez pas obligé de signer le contrat, vous êtes libre. Donc, y a rien y a pas de problème, tout va bien. La liberté de chacun est préservée, bon, vous signez pas, voilà. Si jamais, bon, oui, d'accord, le PDG il gagne des milliards et vous, vous gagnez des centimes, d'accord, ok, mais bon, c'est votre choix, vous n'avez qu'à faire autre chose. Voilà. Ça, c'est le discours libertarien de droite. Par opposition, on a, comme je le disais, le discours libertarien de gauche, qui lui va dire, ah ben non,
nous ne sommes pas libres. Parce que là, je n'ai pas le choix, je suis contraint dans la situation dans laquelle je suis placé, économiquement parlant, je suis contraint, parce que j'ai le choix entre soit je suis à la rue, soit je signe un contrat où je vais être considéré un peu comme un esclave. Donc je ne suis pas libre de base. Donc je peux bien signer un contrat après coup, dans une situation où je suis placé dans une situation de contrainte, ça ne me rendra pas plus libre. Donc voilà, c'est de la foutaise, je ne suis pas libre. Voilà. Ça, c'est un discours libertarien de gauche. Voilà. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne considère pas que l'individu devrait être libre. Ça ne veut pas dire pour autant que l'individu, la liberté de l'individu n'est pas centrale dans son discours. Mais il y a la notion de l'environnement économique, les conditions extérieures. Est-ce que il est humainement possible que je fasse d'autres choix ou pas? Si c'est humainement possible, alors dans ce cas, je suis libre. Si c'est pas humainement possible parce que, par exemple, une entreprise est placée sur tous les secteurs d'activité économique et peut donc avoir droit à quasiment de vie et de mort sur moi, hein, parce que si elle m'embauche pas, je suis à la rue, et c'est la seule entreprise, parce que c'est, on imagine, plusieurs mégacorporations qui contrôlent un peu tout, hein, toute ressemblance avec le monde dans lequel nous vivons, même lointaine et purement fortuite, évidemment, eh bien, vous n'êtes pas libre, du coup. Vous êtes soumis à la volonté du PDG ou de la direction de l'entreprise, et voilà. Mais du coup, le problème, c'est à ce moment-là, bah, comment on fait? Parce que si on n'est pas libre, c'est bien beau de dire ça, mais du coup, comment on fait? Parce qu'on peut avoir l'approche de contraintes. On dit oui, alors du coup, il faut leur imposer des impôts, et il faut des services publics, et il faut ceci, cela. Mais du coup, à ce moment-là, on fait aussi une violation de liberté, parce qu'à ce moment-là, qui décide quels vont être les, comment dirais-je, les aménagements qu'on va faire pour répondre à cette inégalité de statut social entre le salarié qui n'a pas d'argent et qui sera à la rue s'il ne signait pas et le PDG? Qui décide de ce qui se passe? Eh ben, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de propositions qui ont été faites dans l'histoire. Le mode de décision, a priori, dans le monde dans lequel on fonctionne là actuellement, c'est la démocratie représentative, c'est les citoyens qui votent, etc. Mais le grand critique qu'on peut faire de ça, c'est que c'est pas parce que une quantité de gens, quand bien même il serait des millions, votent pour quelque chose, qu'ils sont libres pour autant, parce qu'ils n'ont que plusieurs options qui leur sont présentées, mais on n'est pas libre de choisir toutes les options. Et aussi, c'est pas parce qu'on est, je sais pas, admettons, 5 millions votent pour parti A, 3 millions votent pour le parti B, c'est pas pour autant que les gens du parti B, ils n'ont pas le droit d'être respectés, en fait. Mais pour autant, bah, si le parti A gagne, bah, le parti A il va au pouvoir et il fait ses trucs, et voilà. Et le parti B, bah, il l'a dans l'os, et les 3 millions qui ont voté pour le parti B, tant pis. Votre liberté, non, on s'en fiche. Vous vouliez autre chose, bah tant pis. Voilà. Bah, le libertarien, il va dire, bah non. Ça, c'est une violation de liberté, de gauche comme de droite. Il n'est pas d'accord avec ça. Ça, c'est un point commun très important entre les libertariens de gauche et de droite. C'est le refus de la contrainte étatique, notamment politique, de comment on s'organise. Mais toute la question, c'est donc comment est-ce qu'on fait pour avoir une liberté qui, comme je le disais, moi, d'intuition, ce serait une liberté réelle, entre guillemets, c'est-à-dire vraiment une liberté de l'individu de s'épanouir, de se construire, d'avoir à portée de choix beaucoup de chemins accessibles. Comment est-ce qu'on fait pour concilier cette liberté-là sans pour autant tomber dans des domaines, comment, dans des stratégies autoritaires, dans des résolutions arbitraires de ce problème central? Comment on fait en fait? Comment on fait pour préserver la liberté de l'individu, mais quand même faire en sorte que, bon, les questions inégalité, etc., bah, la question est quand même résolue vraiment solidement sur le fond. Voilà. Eh bien, c'est la question à laquelle répond Michael Otsuka dans son livre, qui lui, il travaille en Grande-Bretagne. Et moi, j'ai lu un petit peu déjà hein, sur le libertarianisme. Je ne sais pas si ça s'entend, mais j'ai déjà, ça fait pas mal d'années que je traîne autour de ces idées. J'ai déjà eu pas mal de débats sur la question, par écrit, par oral. J'ai aussi discuté avec des tas de gens qui n'étaient pas du tout d'accord avec le libertarianisme. Donc, je forge un petit peu mon idée sur la question. Et quand je suis tombé sur l'ouvrage de Michael Otsuka et que j'ai commencé à lire des idées, ça m'a vraiment semblé prometteur parce que là, je me suis dit, enfin, un ouvrage qui attaque exactement la question compliquée de toutes les discussions, c'est-à-dire comment on fait pour préserver la liberté de l'individu sans liberté au sens libertarien de gauche, qui me semble être le sens juste, entre guillemets, parce que c'est une liberté réelle qu'on a réellement. On a réellement un pouvoir d'action sur notre environnement. Comment est-ce qu'on fait pour préserver cette liberté-là, qui est vraiment fondamentale, qui est important, je pense, d'être libre plutôt que d'autres modèles. Après, on peut en débattre aussi, hein, si vous voulez, à la fin, quand on parlera un peu, ou d'autres fois, on peut en parler. Mais comment on fait pour préserver cette liberté sans, pour autant, comment aller vers des modèles autoritaires? Donc que ça reste du libertarianisme, parce qu'on préserve toujours les individus, y compris les individus sur lesquels on ferait
une forme de redistribution. Mais on va en parler, hein, on va voir. J'ai déjà une connaissance un peu approximative des idées de Tsuka, mais on va voir qu'est-ce que lui il propose pour résoudre ce problème qui est fondamental. Je pense qu'on est d'accord. Donc c'est du libertarianisme, parce qu'on préserve les individus et leur liberté individuelle, on ne leur impose pas, on refuse des modèles autoritaires, mais pour autant c'est sans inégalité. Voilà. Donc la question est de savoir qu'est-ce qu'il entend exactement par inégalité et quelles sont les méthodes qu'il propose pour que les gens soient libres sans, sans utiliser des méthodes autoritaires et que voilà, on limite les inégalités entre les individus. Voilà, bon, c'était la présentation du bouquin. Maintenant, si vous avez des petites questions là-dessus, sur le libertarianisme, pour clarifier un petit peu, comme ça fait une petite introduction, je peux prendre les questions, on peut intervenir si vous voulez un petit peu, hein, on peut faire ça quelques minutes. Je pense que c'est important de faire vraiment l'introduction du travail pour savoir ce que vous avez, parce qu'après, comme moi je montre le livre avec mon écran en partage, vous allez avoir directement, pouf, voilà le livre, voilà les idées, donc il faut introduire un peu, parce que sinon, voilà, de quoi il parle, qu'est-ce que ça raconte, pourquoi ça nous intéresse, voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait la petite intro. Alors, je vous laisse quelques minutes pour les questions. Si vous avez des questions, voilà, par écrit ou si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Vous cliquez sur demander la parole en bas de l'écran ou à gauche sur smartphone, je pense. Demander la parole et après, voilà, on peut en discuter. Et quand on a fini les questions, on commence à lire. Voilà, voilà. Alors, je lis déjà ce que dit Sema. Donc, on pourrait dire que les gens cotisent à destination d'une agence pour régler un problème et s'ils décident de ne pas le faire, ne pas bénéficier du service. Oui, tout à fait. Ça, c'est tout à fait libertarien comme raisonnement. C'est-à-dire qu'à la place d'avoir une seule agence qui s'appelle l'État, à laquelle on cotise par ses impôts, et l'État nous offre un service, mais le service, je vais être vulgaire exprès, c'est pas un service de merde, hein. Par exemple, je ne sais pas, si vous êtes dans un quartier très populaire, vous cotisez bien pour la police, pour que la police vous protège, pour autant, il y a beaucoup de criminalité, vous sortez dehors, vous faites agresser, voilà, l'État propose des services de merde. Pourtant, vous payez ces services. Donc à la place, vous estimez que c'est un besoin qui est important pour vous. Donc dans un système libertarien, que ce soit de gauche ou de droite, vous faites les efforts nécessaires ou vous investissez les ressources et l'énergie nécessaires pour qu'il y ait plus de police. Donc ça peut être que vous payez quelqu'un pour qu'il soit policier, ou alors vous utilisez une entreprise de police, vous cotisez, vous choisissez ou par votre argent en fait. Vous choisissez de cotiser un service de police qui marche mieux. Ou alors, vous faites une organisation de quartier ou des choses comme ça. Et vous pouvez le faire parce qu'il n'y a pas d'organisme qui vous empêche de le faire. Ça, c'est une organisation libertarienne de la société, du coup, justement. Par opposition à l'organisation actuelle qui se base sur un État avec un seul service. Et s'il n'est pas bon, tant pis, vous l'avez dans l'os, quoi. Alors, Sema voulait dire quelque chose. Voilà. Et Sonia veut ajouter autre chose. Si vous voulez parler, n'hésitez pas aussi. Je vous donne la parole si vous voulez parler directement. Alors, j'attends que Sema et Sonia aient fini d'écrire, du coup. Moi, le document, il est prêt, hein. J'attends juste, vous me dites quand c'est bon et on commence à lire. Alors, ce que l'on laisse au privé parce que tu payes un vigile alors que les voleurs devraient être interpellés par la police locale ou nationale. Bah ouais, mais la question elle est là, c'est que je te fais le raisonnement libertarien, hein. Le raisonnement. Alors, l'option libertarienne, c'est pas un service complémentaire. Ça, c'est. En fait, ce serait du minarchisme ce que tu proposes. Si tu parles d'options de service complémentaire, tu as déjà une police qui existe et tout le monde a une police et la même. Mais si tu veux, tu as des options en plus. Donc, tu peux avoir une police plus plus. Si tu payes l'option police, tu cotises, tu mets plus d'impôts, là, hop, tu as une police plus rapprochée, par exemple. Mais tu payes. Donc ça, c'est l'option service complémentaire, c'est le minarchisme. Par contre, ce que l'on laisse au privé, etc., ça, c'est plutôt un état un petit peu, bon, pas trop fonctionnel, donc de force. Enfin, par la force des choses, on le laisse faire, en fait. Ouais, tu payes un vigile, ça correspond à ça, en fait, hein. Ton vigile, c'est ton flic dans un système libertarien. Sauf que comme on ne dit pas aux gens que le système, il est comme ça et qu'ils peuvent s'organiser comme ils veulent et tout ça, bon, c'est quand même pas tellement libertarien, quoi. Parce que tu as quand même une force de police imposée, et normalement, c'est la police qui s'en occupe. Donc, on n'est pas tout à fait dans la philosophie libertarienne aujourd'hui. Moi, je suis pour avoir des forces de l'ordre et l'armée. Donc, je trouve cela normal de payer. Alors oui, mais les libertariens ne disent pas que tu ne, tu ne devrais pas avoir de forces de l'ordre et d'armée. Les libertariens disent, très bien si toi t'en veux une, et que tu en veux une à ta façon, mais dans ce cas, tu cotises pour l'armée que tu veux, tu cotises pour les forces de l'ordre que tu veux, et tu as plusieurs forces de l'ordre et plusieurs armées qui peuvent se proposer à toi, et toi tu choisis laquelle tu veux, et voilà. Le modèle libertarien, c'est ça. Le modèle libertarien, c'est pas l'absence de forces de l'ordre, l'absence de soldats. Ok, voilà, ok, tant mieux. J'étais pas sûr que tu avais compris parce que voilà.
Après, je trouve c'est la normale de payer, bah, après, heu, parce que tu payes à un service, centralisé, en fait, et c'est obligatoire. Alors que le libertarien, il dirait: «Bah, très bien, tu peux ne pas payer la police, ne pas payer l'armée, mais dans ce cas, bah, tu assumes». C'est-à-dire que la police, bah, du coup, elle veut pas t'aider parce que tu la payes pas, et l'armée pareil. Donc voilà, c'est la liberté, il y a toujours cet aspect de responsabilité derrière aussi, parce que être libre, ça veut aussi dire: «Bon, bah, tu assumes». C'est-à-dire si tu fais des erreurs ou quoi, bon, bah, voilà, tu as le mérite, peut-être plus, si tu as plus de mérite, plus de possibilités de gagner, quelque chose en fonction de ton mérite si tu es libre, mais tu as aussi plus de possibilités peut-être de risques. Voilà, de risques que tu prends quand tu enlèves l'État, par exemple, quand tu enlèves comment? L'État qui est un peu l'espèce de papa et maman en même temps de chaque citoyen, pour penser à la place des citoyens. Puis maman, c'est plutôt welfare state, redistribution. Si vous avez des enfants, l'État vous donne des réductions d'impôts, des choses comme ça, ou alors, bon, voilà, vous avez des aides pour la CAF et compagnie en France. Et papa, c'est plutôt la police, l'armée qui va t'embêter. Si jamais tu crées ton propre micro-État en France, tu vas avoir l'armée qui débarque. Et si jamais tu respectes pas la loi de l'État à laquelle tu n'as pas cotisé au sens libertarien du terme, enfin pas consenti, pardon, au sens libertarien du terme, bah, tu as la police qui débarque pour te punir, quoi. C'est le domaine régalien à la française, le problème c'est l'outil de la loi. Exemple, tout le monde paye, mais les gilets jaunes se font persécuter sur ordre, c'est antidémocratique. En Suisse, c'est légèrement différent. Alors oui, la Suisse est plus proche d'un modèle libertarien, alors c'est encore très... Pour un libertarien, c'est encore très étatiste, les Suisses, quand même, hein. Parce que même s'ils ont des cantons et qu'ils ont une démocratie plus directe, avec le... ils peuvent faire un référendum s'il y a suffisamment de citoyens qui signent une pétition pour qu'il y ait un référendum. Donc c'est plus proche de libertarien, mais c'est quand même pas du tout libertarien, en fait, hein. C'est juste sur le spectre de la pensée politique, de autoritaire étatique. Donc ça, c'est plutôt les fascistes type Mussolini et Hitler, tout à gauche du spectre. Ça ne veut pas dire qu'ils sont à gauche, hein, c'est juste, je donne juste une référence. Et tout à droite, vous avez ceux qui sont anarcho-capitalistes, qui ne veulent, enfin anarcho-capitalistes ou libertariens de gauche, qui ne veulent pas du tout d'État, dans les deux cas. Bon, bah, la Suisse est plus proche que la France des anarcho-capitalistes ou des libertariens de gauche. Question liberté, ils sont plus proches d'eux, mais on est quand même encore très loin, hein. Ouais, canton, commune, oui, oui, effectivement. Voilà. Et ça serait plus ça, en fait. C'est-à-dire que libertarianisme, on est plus proche, on est très, très localisé dans l'organisation. C'est-à-dire que si on était dans un monde libertarien, on serait organisé autour des communes, de gens qui se rapprochent par intérêt, sans doute, ou alors même de façon déplacée sur le territoire. C'est dans une même ville, vous avez des gens qui sont affiliés à différents régimes politiques de leur choix, avec une police ou une armée ou des services qui sont proposés à chacun en fonction de combien ils cotisent. Ça ressemblerait à ça, un monde libertarien. Voilà. Sachant que c'est vraiment très différent de tout ce qui existait jusque-là, hein. À ma connaissance, dans l'histoire, il n'y a jamais eu de monde vraiment libertarien, quoi. C'est aussi pour ça que c'est intéressant d'étudier ça, parce que ce serait une bonne piste, peut-être, de monde meilleur, c'est de se dire, ben, si le monde était libertarien, ok, moi j'aime pas le représentant politique, j'aime pas ses décisions, je veux pas qu'il s'engage pour moi pour la guerre, par exemple, hein, sujet d'actualité, ou pour, je sais pas, pour telle décision économique, ou pour faire plus de dettes, ou alors pour ne pas investir dans les hôpitaux ou les services publics. Moi, ça m'ennuie beaucoup, je ne veux pas. Bah, du coup, hop, je vais plutôt choisir une société alternative possible à choisir, à laquelle je vais m'affilier librement, à laquelle je vais cotiser, je vais faire les papiers qu'il faut et je vais m'organiser avec eux pour que bah, j'ai le meilleur service public, j'ai mes choix, les décisions politiques qui sont prises avec mon argent, avec le pouvoir économique que moi je donne, bah, elles respectent mon choix politique et donc bah, c'est mieux. Moi je préfère ça. Voilà. Du point de vue individuel, voilà, un monde libertarien, c'est un monde où l'individu il est vraiment davantage préservé. Alors après, on peut aussi discuter des problématiques que ça pose, sans doute, un monde comme ça, mais justement, il y a aussi des façons très astucieuses de pouvoir résoudre ces problèmes. Donc, moi, je jette pas le bébé avec l'eau du bain. J'ai bien conscience que c'est une pensée qui soulève plein de questions, mais mon intuition me fait penser qu'il y a aussi plein de réponses qu'on peut apporter. Moi, j'aimerais croire, je préfère être optimiste, j'aimerais croire que c'est le futur, que quelque part sur Terre, il va y avoir un monde libertarien, bien construit, et que ça va finir par influer un petit peu, voilà, se diffuser dans la société, et qu'on va peut-être avoir un monde un petit peu meilleur grâce à ce type d'idées. C'est aussi pour ça qu'en parler, c'est intéressant, parce que je pense que ça peut contribuer aussi à les diffuser, à les faire connaître à plein de gens, à faire réfléchir, et voilà.
Alors je vais meubler un peu parce que tu étais toujours en train d'écrire, mais du coup, ce que je propose, c'est qu'on commence. Et pire, je répondrai quand voilà, quand on commence par la lecture. Donc là, hop. Poum, poum, poum. Alors attendez, c'est où pour partager son écran? Cherche, allumer la caméra, non. Partage ton écran, oui. Onglet Brave, sélectionne l'onglet. Hop. Alors, ok. Là, vous voyez le livre, donc je vais commencer. Alors, je vais demander, vous n'êtes pas obligé, hein, mais si quelqu'un est d'accord. Alors déjà, vous pouvez confirmer que quand je parle, c'est niveau rythme de la parole, niveau réseau, etc. Vous comprenez bien ce que je dis, il n'y a pas de souci. Tout est clair. Quelqu'un peut écrire dans le chat pour confirmer juste que ça va. Le son et le débit de parole. Est-ce que tout le monde comprend ce que je dis? Oui, c'est ma. Oui, ok, ça marche. D'accord, merci. Donc, bah, je vous propose, hein, moi je fais ça aussi avec vous, c'est de savoir si quelqu'un parle bien anglais, si vous pouvez un peu traduire dans le chat des passages ou faire des petites recherches sur le sens en anglais des phrases, ça dépend. Si quelqu'un veut s'y coller, je veux bien, sinon je le fais moi, c'est comme vous voulez. S'il y a un bon samaritain qui est d'accord de le faire. Parce que du coup, c'est un ouvrage qui est disponible. Il n'est pas disponible en français, cet ouvrage-là. Et c'est un ouvrage qui me semble très important dans la pensée politique. Ouais. Personne ne se manifeste, donc je vais traduire. Alors, ok, donc c'est bien le livre là, hein, Libertarianisme sans inégalité, de Michael Otsuka. Hop, hop, hop. Pom, 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 pom. Alors, on avance. Donc c'est Oxford, bon voilà, blablabla. Alors, je propose aussi, je vais traduire en français ce qui est à l'écran. Donc je vais lire en traduisant. Et vous me dites si vous n'êtes pas d'accord avec la traduction, vous voulez préciser un petit peu, ou si vous ne comprenez pas un passage ou quelque chose, vous me le dites et on échange, on en parle et voilà. L'idée c'est aussi pendant la lecture, c'est d'en débattre aussi hein, entre nous. Ça veut dire l'un peut faire une recherche, quelque chose d'alternatif, chercher ce que ça veut dire ou la référence, ou alors quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que je vais dire ou ce que Otsuka a écrit, et donc bah, là on peut en parler. C'est ça l'idée, hein, c'est un échange où je ne sais pas le temps que ça va prendre, on verra bien, parce que c'est le premier échange de cette nature que je fais, au moins en fait je veux partager mes lectures avec vous. Et l'idée c'est que bon, si j'en fais 10 comme ça, bah, pour lire tout le livre, ou 20, ou je sais pas, bah, tant pis, j'en fais 10, 20. Et à chaque fois, bon, bah, ceux qui veulent venir, ils peuvent venir, et puis on en parle, et voilà. Donc, bon, bah, hop, on va commencer. Donc, le chapitre 1, c'est une version qui est substantiellement révisée et étendue de l'article suivant. Michael Otsuka, alors, possession de soi-même et égalité, une réconciliation lockéenne. Alors, lockéenne, ça veut dire de John Locke. Et John Locke, c'était, comme je l'ai dit au début, mais je ne sais pas si tout le monde était là, John Locke, c'est vraiment un des auteurs extrêmement importants dans l'histoire de la pensée politique. Euh, Alors, il faut savoir aussi que c'est très, très occidental, ce dont je parle. C'est-à-dire que la pensée de la liberté individuelle et tout ça, c'est philosophe des Lumières, Révolution américaine, Révolution française. C'est aussi très important dans la pensée anglo-saxonne en général, même en Grande-Bretagne. Hein, c'est aussi, voilà. Et il y avait aussi en Allemagne, il y avait aussi des penseurs en Allemagne, mais c'est quand même moins présent. Mais quand même, c'est l'Occident en général qui est plus tourné vers liberté individuelle. Et donc, voilà, c'est tout naturel que ce soit un auteur aussi un auteur anglais et qui a beaucoup inspiré les philosophes des Lumières, et qui a beaucoup inspiré la pensée libérale en général, John Locke, qui est très très étudié sur la question. Il n'y a pas beaucoup d'ouvrages, il y en a certains, mais qui ont une pensée très particulière. Je ne sais pas si Dragnir, par exemple, on a lu certains, mais il y a des ouvrages plutôt dans la pensée asiatique qui ont aussi des considérations de liberté, mais pas du tout vues qu'à l'Occident.